Donc d'abord, je remercie l'Institut d'histoire sociale de la CGT du Puy-de-Dôme de m'avoir invité pour faire cette intervention qui portera donc sur la CGT pendant la guerre. Alors, il est évident que la guerre a profondément transformé la CGT. On peut même parler, dans une certaine mesure, d'une véritable refondation. Et c'est cette refondation que mon intervention s'efforcera de retracer. Donc, le point de départ, c'est la CGT de 1914, avant la déclaration de guerre. C'est une CGT qui est en perte de vitesse et dont les dirigeants entendent toujours rester fidèles au syndicalisme révolutionnaire, qui est un peu la doctrine officielle de la CGT, mais qui ont amorcé un recentrage pour que leur organisation se consacre davantage à l'action corporative quotidienne. Et un recentrage qui n'est pas du goût de tous les militants, et ça provoque des remous assez importants au sein de la Confédération. La CGT d'août 1914, c'est la CGT qui doit constater que la grève générale qu'elle préconisait et qui devait se déclencher à l'annonce de la déclaration de guerre, eh bien que cette grève générale n'a pas eu lieu. Et il est évident que c'est ressenti comme un échec, comme une défaite et même comme une faillite, et les militants de la CGT en éprouvent un immense désarroi. Si on tient compte d'autre part que la mobilisation, le déclenchement de la grève, de la guerre plutôt, a en quelque sorte anéanti la vie syndicale pendant tout un temps, beaucoup de militants sont au front, donc la vie syndicale s'effondre, comme les effectifs à la Confédération, à tel point que certains historiens ont pu parler de l'effondrement du syndicalisme en août 1914. Alors que si on prend la CGT de 1918, bien là, c'est une organisation qui, bien au contraire, est en train de devenir une organisation de masse, et cela au terme de 2 ans d'une lutte de classe d'une intensité jamais vue, même avant 1914. Et malgré le fait que la CGT continue à être profondément divisée entre les majoritaires, ceux qui se sont ralliés en août 1914 à l'Union sacrée, et qui en viennent à assumer ce qu'on a appelé un réformisme de guerre, qui prend en compte les nouvelles perspectives qui sont nées de l'intervention de l'État dans l'économie et aussi de la participation de la CGT dans les commissions tripartites que ce gouvernement a mis en place. Face à elle, une minorité qui a été pacifiste pendant tout le conflit, qui se réclame toujours du syndicalisme révolutionnaire, mais qui se tourne de plus en plus vers la révolution russe. Cette minorité, en 1918, est affaiblie par le fait que son principal leader, jusque-là, Alphonse Mérème, qui est le secrétaire de la Fédération des métaux, s'est rallié à la majorité fédérale, ralliement qui a commencé justement à la conférence nationale de la CGT de Clermont-Ferrand, dont nous célébrons aujourd'hui le 7e anniversaire. Donc, je reviens maintenant sur la CGT à la veille de la guerre. En 1914, ce n'est plus l'organisation qui a su mener la lutte pour les 8 heures en 1906. Elle n'est pas arrivée à surmonter la crise qu'elle a connue en 1908-1910 et qui a vu la démission de son secrétaire général, Victor Gruffel. Elle vient de perdre en 3 ans le tiers de ses effectifs. Il n'y a plus que 300 000 adhérents à la CGT. Et depuis 1909, ses appels à la grève générale ont été des échecs ou au mieux des demi-réussites. Échec aussi de la grève des cheminots, de celle des postiers. Et donc, pour sa minorité réformiste, quand on dit minorité, en réalité, elle était majoritaire en termes d'adhérents, parce que les plus grosses fédérations étaient réformistes, que ce soit les mines, que ce soit les cheminots ou le livre. Mais comme dans la CGT, au courant de la CGT, un syndicat était une voix, qu'il ait 20 ou 2000 adhérents, c'était une minorité malgré tout. Donc, pour cette minorité, le déclin de la CGT, le résultat de la priorité accordée par elle aux luttes dites sociales, par exemple contre le militarisme, qui est donc en réalité une lutte politique,
alors qu'elle a laissé tomber un petit peu la lutte corporative quotidienne. Et les dirigeants de la Confédération, finalement, qui sont donc à la tête desquels il y a Léon Jouot, qui a été élu en juillet 1909, ben, ces dirigeants ne sont pas loin disons, de partager ce diagnostic. Alors, ils se réclament toujours du syndicalisme révolutionnaire, hein, un syndicat qui suffit à lui-même, prônant l'action directe, le primat de la grève générale expropriatrice, mais en même temps, ils reconnaissent que la CGT s'est laissée embarquer dans des actions un petit peu inconsidérées et que, en disant que, je cite, la révolution était constamment au coin de la rue, et donc il est nécessaire de recentrer l'action syndicale et qu'il faut rompre avec ce qu'ils appellent cette gymnastique révolutionnaire et donner la priorité à l'action corporative. Pour cela, il est nécessaire d'avoir des militants formés, au courant de ce qui se passe dans le monde, qui connaissent bien leur milieu et l'industrie dans lesquelles ils travaillent. C'est l'objectif, par exemple, de la Vie ouvrière, la revue qui a été créée par Pierre Monat en 1909, qui a comme collaborateurs Mérem, Alfred Rosmer, Georges Hume. Ce recentrage est assez violemment critiqué par ceux qu'on va appeler après-guerre les anarcho-syndicalistes, qui sont souvent membres ou sympathisants de la Fédération communiste anarchiste et qui dénoncent ce recentrage où ils voient un tournant réformiste, corporatiste. Ils font campagne contre ce qu'ils appellent le fonctionnarisme de la CGT, c'est-à-dire la place trop grande prise par les permanents, et ils militent par exemple pour la non-régibilité des fonctionnaires syndicaux. Et ils critiquent aussi le rapprochement qui s'amorce avec le Parti socialiste à l'occasion de la lutte contre la loi des 3 ans en 1913. C'est donc une CGT affaiblie, en proie à des dissensions importantes, qui est en plus isolée au niveau international, qui va affronter la crise de la fin juillet 1914, qui va aboutir à la guerre. Donc il n'est pas possible ici de retracer en détail comment la CGT a finalement renoncé à la grève générale contre la guerre, après en avoir brandi la menace jusqu'au 28 juillet, et comment après elle s'est alignée progressivement sur le Parti socialiste. Il faut simplement souligner que sa direction, mais aussi ses militants, ont très vite subi les événements qui se sont précipités à un rythme accéléré dans un climat de tension extrême, surtout après l'assassinat de Jaurès. Et en plus avec un gouvernement qui a su habilement alterner le chaud et le froid en ce qui concerne l'application du fameux carnet B. Il faut aussi rappeler que la résolution de la conférence de la CGT du 1er octobre 1910 stipulait, je cite, qu'à toute déclaration de guerre, les travailleurs doivent sans délai répondre par la grève générale, ce qui veut dire que la CGT n'a pas à lancer un mot d'ordre de grève générale, c'est la base, les syndicats locaux qui doivent lancer le mouvement. Et donc, dans ces conditions, il n'est pas étonnant de constater que tous les militants, qu'ils deviennent ensuite majoritaires ou minoritaires, s'accordent à dire qu'il était impossible à appeler à la grève générale. C'est par exemple ce qu'affirmera Alphonse Mérem après la guerre. Si nous avions voulu à ce moment-là nous opposer à la guerre, nous aurions été balayés par la folie nationaliste qui s'était déchaînée dans le pays. De là à faire porter la responsabilité de l'échec de la CGT aux masses qui n'ont pas su se mobiliser, qui n'étaient pas suffisamment éduqués pour le faire, il n'y a qu'un pas que beaucoup franchissent. Ce que les minoritaires reprochent à la CGT, c'est essentiellement d'avoir justifié la guerre menée par les Alliés, de s'être ralliés à l'Union sacrée et de refuser d'agir pour la paix. Cette justification et ce ralliement donc s'amorcent dans les derniers jours du mois de juillet et sont officialisés en quelque sorte par le discours de Léon Jouot aux obsèques de Jean Jaurès le 4 août. Celui-ci, qui est bénéficiaire d'un sursis d'appel, est nommé à titre personnel délégué à la nation, qui était une fonction qui était destinée à éclairer l'opinion publique par des conférences sur la nécessité de la guerre. En plus, il est coopté au Secours national, où il côtoie des gens comme Maurice Barrès, comme Charles Maurras, comme l'archevêque de Paris, et le comité confédéral le mandate même
à la tête d'une délégation pour suivre le gouvernement qui s'était enfui à Bordeaux au moment de l'avance des troupes allemandes. Autre rupture avec ce qui se passait avant la guerre, c'est que la CGT et le PS décident de mettre en place un comité d'action pour défendre ce qu'ils appellent les intérêts ouvriers. Donc, dans ces conditions, pour les minoritaires, la CGT devient co-responsable de la guerre. Même si, finalement, la délégation à la nation est une institution mort-née, qui disparaît au bout de quelques jours. Donc, ces minoritaires, quels sont-ils? Eh bien, peu de monde. Il y a essentiellement le noyau de la vie ouvrière, autour de Pierre Monade, d'Alfred Rosmer, qui reçoivent un renfort de poids avec l'arrivée de Trotsky qui s'intègre très vite dans ce noyau. C'est donc des syndicalistes libertaires de la Fédération communiste anarchiste, c'est l'équipe de rédaction de l'École émancipée, l'hebdomadaire de la Fédération des instituteurs, c'est des unions locales comme celle de la Loire et du Rhône. Et au début septembre, ils reçoivent le renfort d'Alphonse Mérem et de la Fédération des métaux. Alors, d'autres éléments ensuite la rejoindront, comme la Fédération des instituteurs dans sa totalité en août 1915. Cette minorité, donc sa première manifestation publique, c'est la lettre de démission de Pierre Monade en décembre 1914, de démission du comité confédéral pour protester contre le fait que la CGT refuse d'envoyer un message de soutien à la conférence des partis socialistes des pays neutres. Mais elle se constitue vraiment lors de la conférence nationale de la CGT du mois d'août, du 15 août 1915, où un texte présenté par Alphonse Mérem reçoit l'appui de 20% des mandats. Puis ensuite, elle se structure autour de la délégation qui a été à Zimmerwald, à la conférence de Zimmerwald, deux syndicalistes, Alfred Bourderon et Alphonse Mérem. Et donc c'est la formation dans un premier temps, après cette conférence, du comité d'action internationale qui se transforme en comité pour la reprise des relations internationales à la fin de l'année 1915, avec l'intégration de pacifistes du PS qui sont en général d'ailleurs des syndicalistes. Le problème, c'est que la cohabitation dans ce comité entre ces anarcho-syndicalistes et Alphonse Mérem, avec qui ils se sont heurtés quand même avant la guerre, cette cohabitation apparaît de plus en plus difficile. Il juge Mérem beaucoup trop timide dans l'action qu'il veut impulser dans le comité. Et donc, au mois de septembre plutôt 1916, la branche syndicale de ce comité prend son autonomie et se transforme en comité de défense syndicaliste. Donc leur pacifisme, c'est essentiellement lutter pour la paix immédiate sans annexion ni indemnité, suivant la formule de la conférence de Zimmerwald. Et pour cela, il est nécessaire que les organisations ouvrières de tous les pays belligérants reprennent leurs relations de manière à mener une action internationale qui touche tous les pays belligérants. Donc la limite de ce pacifisme, c'est que dans ces conditions, c'est pour une action internationale, ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas qu'une action en France puisse avantager l'Allemagne, puisse profiter à l'Allemagne. Et ils rejettent donc la qualification de défaitiste, et qualification que le gouvernement va utiliser pour commencer une répression intense contre ce mouvement, contre eux, surtout à partir du printemps 1917. Donc, le défaitisme, il n'est évoqué que dans quelques déclarations de militants anarcho-syndicalistes comme Raymond Périca, mais vraiment à la marge. Alors, les majoritaires, eux, comment est-ce qu'ils essayent de se justifier? Eh bien, ils parlent de guerre défensive, ils parlent de la responsabilité exclusive de l'Allemagne, ils parlent de la guerre du droit et de la liberté contre le militarisme allemand, et surtout, ils considèrent que ce ralliement est quelque chose de provisoire. Étant donné que la guerre doit être une guerre courte, tout le monde en est persuadé à l'époque, donc c'est une parenthèse à l'issue de laquelle la lutte des classes reprendra tous ses droits.
Donc je reviens maintenant au fait que, contrairement à ce qui était attendu, cette guerre n'est pas une guerre courte, mais qu'elle va se prolonger. Et que ça va provoquer toute une série de bouleversements. Alors, c'est vrai que la guerre a commencé par l'effondrement de la production, un chômage massif, il y a 35% de chômeurs en octobre 1914, et une baisse drastique des salaires qui peut aller jusqu'à plus de 50% dans certains secteurs. Le problème, c'est que donc la guerre se prolonge. Ce qui fait que l'État est obligé d'intervenir pour mobiliser toutes les ressources du pays afin de soutenir l'effort de guerre. Donc, il faut accroître absolument la production. Alors, il met en place des groupements de fabrication régionaux, c'est-à-dire des industriels qui se rassemblent et qui se répartissent ensuite les commandes de l'État et aussi la main-d'œuvre disponible. Et très vite, on passe d'une situation de chômage à une situation de pénurie de main-d'œuvre dans les usines de guerre. Donc, on fait appel à des travailleurs étrangers, à des travailleurs des colonies, à des jeunes de moins de 18 ans, même à des prisonniers de guerre, et surtout à de la main-d'œuvre féminine. Il y a 500 000 ouvrières qui viennent travailler dans les usines de guerre. Mais précisons bien qu'en général, elles viennent d'autres secteurs industriels qui sont en plein marasme, comme le textile, par exemple. Ce ne sont pas forcément de nouvelles ouvrières. Et on fait appel aussi à 500 000 soldats affectés spéciaux, c'est-à-dire qu'ils restent mobilisés, ils sont toujours soldats, mais ils sont affectés à l'arrière dans les usines. C'est la loi d'Albiès de juin 1915. Certaines régions, d'ailleurs, vont voir leur puissance industrielle s'accroître, comme la banlieue parisienne et le bassin de la Loire, par exemple. Donc, en 1914, on avait 50 000 salariés dans les usines d'armement. En 1918, il y en a 1 700 000. D'où, pour accroître la production, la nécessité de recourir à la mécanisation, à la rationalisation de la production, à l'introduction aussi du taylorisme et la généralisation du travail au rendement. Et dans une telle politique, pour faire une telle politique, le gouvernement ne peut faire autrement que d'associer les syndicats. Et donc c'est la création de commissions mixtes entre syndicats ouvriers et patronat, présidées par des représentants de l'État. Donc il y a toute une série de commissions qui sont mises comme cela en place. Il y a la commission permanente pour l'étude et la prévention du chômage. Il y a des commissions qui sont mises en place aussi au niveau départemental, à l'initiative d'ailleurs de Jouot, et qui sont en charge de la reprise économique, donc qui s'occupent des questions relatives au salaire et au travail dans les usines de guerre. Et il est à remarquer que dans ces commissions, dans ces deux commissions, de la commission permanente et de la commission mixte de la Seine, siège aux côtés de Léon Jouot, Alfred Mérem. Donc on comprend mieux un peu pourquoi aussi il y a eu ce ralliement en 1917-1918. Et donc, il faut bien voir que dans ces conditions, l'État s'impose comme un interlocuteur incontournable pour le syndicalisme. Mais la réciproque est aussi vraie. Donc, ça se traduit par de très nombreuses interventions sur les conditions de travail, sur les salaires, de syndicalistes, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour la direction confédérale de la CGT, cette mobilisation pour la production orchestrée par l'État et cette participation à des organismes créés par lui, devra se poursuivre après la guerre. Et c'est l'élaboration de ce qu'on a appelé le réformisme de guerre, qui est élaboré à l'initiative de la CGT au sein de ce fameux comité d'action avec le Parti socialiste. Donc, pour aller très vite, c'est un programme qui repose sur un certain nombre de mesures immédiates, comme les 8 heures, comme l'extension des assurances sociales, mais qui comporte aussi un certain nombre de réformes de structure pour réorganiser et relancer l'économie afin de permettre une production accrue après la guerre. Ce qui nécessite ce que la CGT appelle le contrôle ouvrier, qui pourrait commencer à se mettre en place pendant la guerre avec ces commissions mixtes.
La CGT se prononce pour la création de conseils économiques au plan national et régional, avec la participation évidemment des syndicats, mais des conseils économiques qui ne seraient pas inféodés à l'État et qui auraient pour mission de coordonner l'application de ces réformes. En même temps, on prévoit l'extension de la propriété collective, c'est-à-dire des nationalisations, même si on n'utilise pas encore le mot. Alors, ces nationalisations, c'est d'abord les services publics, tout ce qui est service public, les chemins de fer, à l'époque, les 3/4 du réseau n'est pas nationalisé, et aussi les mines, l'énergie, et plus généralement, tous les secteurs qui sont soumis à des monopoles. Mais là encore, la nationalisation ne signifie pas pour eux une gestion étatique. Ils sont pour la gestion tripartite, c'est-à-dire utilisateurs, producteurs, représentants de l'État ou des collectivités locales. Donc on voit qu'il reste quand même dans ce projet une certaine méfiance envers l'État. Et ces réformes, donc, elles permettront au syndicalisme ouvrier d'établir un contrôle progressif de l'économie et ouvrir ainsi la voie à sa socialisation et au dépérissement de l'État, sans avoir besoin pour cela de recourir à la grève générale expropriatrice, comme c'était le cas avant la guerre. On voit qu'il y a une conception assez proudhonienne. Il reste 8 minutes. Combien ? 8. D'accord. Alors, donc c'est une conception assez proudhonienne, c'est-à-dire ça correspond au gouvernement des hommes, il faut ensuite pitié l'administration des choses. Et donc, en même temps, ça permettra à la classe ouvrière de s'éduquer pour être capable de gérer l'économie une fois qu'elle sera parvenue à socialiser la production. Alors, cela semble possible pour la direction de la CGT parce que la CGT va profiter de l'immense montée des grèves, de la résurgence de la lutte des classes qui se manifeste par les grèves du printemps 1917. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur les détails, sur les causes de la résurgence de ces grèves. Je vais simplement en dire quelques caractéristiques principales. C'est qu'elles sont spontanées, très souvent, déclenchées par des femmes, pour des objectifs salariaux et la semaine anglaise. Elles touchent beaucoup de secteurs, et pas seulement dans la région parisienne. Les grévistes cherchent et obtiennent l'appui des syndicats qui les aident à organiser leurs grèves, mais qui vont aussi en délégation avec eux au patronat. Et puis, si le patronat ne veut pas accorder satisfaction, on va voir le ministre de l'Intérieur et surtout le ministre du Travail et le ministre de l'Intérieur, Louis Malvy, qui va jouer un rôle important et qui fait pression sur les patrons pour que tout rentre dans l'ordre. Surtout quand les munitionnettes, c'est-à-dire les ouvrières qui travaillent dans les usines de guerre, se mettent à leur tour après les midinettes à faire grève, et là, la grève devient ouvertement pacifiste. Mais il faut bien voir que c'est des grèves qui se généralisent, mais qui ne se transforment pas en grève générale, étant donné qu'elles ont lieu corporation par corporation, qu'elles sont souvent courtes et qu'elles sont souvent victorieuses. Et elles se concluent aussi par des conventions collectives. Ce qui est là encore une nouveauté par rapport à l'avant-guerre, étant donné qu'avant, on se méfiait des conventions collectives parce que ça avait l'air de figer le rapport de force et donc ça pouvait freiner l'action directe. Donc, il y a le résultat de ces grèves, c'est un renforcement des syndicats qui recommencent à agir, et un afflux d'adhésion donc à la CGT, dans certains secteurs tout au moins. Mais ça provoque aussi le début d'une répression accrue, le gouvernement prend la mesure de ce qui se passe, et l'horizon de fin de guerre, de paix qui s'était élaboré, qui avait émergé au printemps 1917 avec la révolution russe et avec l'espérance de la conférence de Stockholm qui devait réunir tous les partis socialistes des pays belligérants, cet horizon de paix s'éloigne, d'où les réactions extrêmement favorables après la révolution d'octobre, quand on apprend que le nouveau gouvernement bolchevique a lancé un appel adressé au gouvernement et aux ouvriers pour un armistice immédiat et pour l'ouverture de négociations de paix.
Et c'est ce qui permet en particulier le vote à la quasi-unanimité de la résolution sur la guerre dont on a parlé tout à l'heure et dont qui sera évoquée dans d'autres interventions à la conférence de décembre 1917. Sur la dernière année de guerre, je dirais simplement qu'elle voit l'approfondissement du ralliement de Meyrem et de la Fédération des métaux à la majorité confédérale, parce que finalement, pour Meyrem, c'est le programme élaboré par la CGT, c'est enfin l'assurance qu'une action constructive du syndicalisme, comme il dit, sera possible. En gros, il est d'accord avec Jouot quand celui-ci dit « Aujourd'hui, il ne s'agit plus de jeter des formules à travers l'espace, mais de réaliser ». Donc, ça permet de comprendre l'attitude de Meyrem pendant la grève de la métallurgie en mai 1918. D'ailleurs, grève qui se situe entre deux offensives allemandes, ce qui montre bien le rapport assez entre le pacifisme mais aussi la nécessité de ne pas faire quelque chose qui puisse nuire à la défense nationale. Ça montrait très bien la contradiction qui peut exister. Donc, le ralliement et la rupture avec la minorité est officialisé au moment de la conférence de la minorité de la CGT qui s'est tenue à Saint-Étienne les 19 et 20 mai. Donc là, la rupture, elle est acquise et elle sera confirmée par le Congrès confédéral de juillet 1918, où ce n'est plus seulement Meyrem, mais c'est aussi des militants comme Bourderon et Georges Dumoulin, qui 2 mois auparavant présidaient quand même la conférence minoritaire, et qui eux aussi se rallient à la majorité et sont intégrés dans la direction. Et ils sont suivis d'ailleurs par une bonne partie des délégués minoritaires. Donc, et la minorité va se recomposer sur la base cette fois du soutien à la révolution russe et de la dénonciation de ce qu'ils appellent le réformisme de la nouvelle direction confédérale. Alors, je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes. Oui. Bon. Alors, donc on voit que c'est une nouvelle CGT qui émerge de la guerre. C'est une CGT qui est beaucoup plus puissante qu'avant. Elle a 660 000 adhérents, donc ça devient une organisation de masse, au moins à l'échelle de la France. Mais en tout cas, c'est une organisation qui ne regroupe plus seulement la minorité agissante, comme c'était le cas en 1914. C'est une CGT qui a recours à de nouvelles pratiques, comme l'intervention, qui n'hésite plus à demander l'intervention de l'État, qui n'hésite plus à signer des conventions collectives, qui intervient même auprès des parlementaires pour faire avancer la législation, qu'on ne rejette plus en bloc. Et donc, l'État est devenu un interlocuteur et non plus seulement un adversaire. C'est le début du paritarisme, c'est le début du processus de ce qu'on a appelé l'institutionnalisation du syndicat, avec évidemment toutes les contradictions et tous les problèmes que ça peut poser, ce processus. Donc, ça, c'est la politique de la majorité. En face, une minorité qui s'oppose à elle, donc qui dénonce le réformisme et qui se tourne de plus en plus vers la révolution parce que, comme ils disent, après la Russie, la révolution gronde partout, et y compris pour eux en France. Donc, il y a une tension entre les deux tendances, mais pour le moment, la scission ne semble pas encore à l'ordre du jour. Mais de toute manière, le problème, c'est que face à eux, il va avoir eu un patronat qui tient à récupérer tout ce qu'il a dû lâcher pendant la guerre, et un gouvernement qui ne tient pas du tout à continuer la politique d'intervention qu'il avait pratiquée pendant la guerre, et donc qui, lui, est prêt à faire face à ce qu'il appelle une menace révolutionnaire, ce qui fait qu'évidemment, il prend toutes les mesures pour faire face à une supposée, disons, menace révolutionnaire, parce que pour la CGT, tout au moins, pour la direction de la CGT, il ne s'agissait ni plus ni moins que de faire les premiers pas dans l'application de ce fameux programme minimum. Mais en face, on a un gouvernement qui, lui, est bien convaincu qu'il a affaire, parce qu'il voit aussi les choses au niveau international, qu'il a bien affaire à une vague révolutionnaire qui déferle aussi sur la France. Ce qui veut dire qu'évidemment, le réformisme des guerres a peu de chance de trouver une application dans l'immédiat après-guerre, mais on en reparlera
pendant l'entre-deux-guerres, un petit peu après, et puis par exemple aussi après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, je terminerai là. Merci. Le temps étant respecté, alors nous avons maintenant à peu près 20 minutes pour les questions, les interventions de la salle et les réponses de Loïc Lebars. Je prends les inscriptions, sans attendre. Vous me dites votre nom, parce que je ne connais pas tout le monde. Il faut vous laisser un peu de temps pour prendre. Il faut me dire ton nom. Alors, Gabriel, bien, on va te donner le micro, puisque tu es la seule pour l'instant. Ah, tu vas avoir le micro, il arrive. J'ai deux questions sur ce que Loïc Lebars appelle le contrôle ouvrier. D'après ce que j'ai compris, ce contrôle ouvrier deviendrait le contrôle du syndicat. Hein, voilà. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'appellerais moi le contrôle ouvrier, surtout par rapport à ce qu'on pouvait voir à l'époque pendant la Révolution russe. Voilà, comme exemple du contrôle ouvrier. Et d'autre part, à un moment, tu as parlé de la nationalisation, qui émergeait, l'idée de nationalisation, et tu as dit que c'était une sorte de propriété collective qui se mettait en place. Pour moi, la propriété collective, c'est pas la nationalisation. La nationalisation et la propriété collective des moyens de production, ça fait deux. Parce que tant qu'on est dans un régime capitaliste, où ce sont les propriétaires, ce sont les capitalistes, la nationalisation, ce n'est pas la propriété collective. Merci. Tu veux répondre tout de suite? Oui. Simplement, quand la direction de la CGT parle de contrôle ouvrier, c'est effectivement par le biais d'organismes tels que les commissions mixtes qui étaient mises en place pendant la guerre. Ça n'a pas grand-chose à voir avec, par exemple, le contrôle ouvrier que veulent établir les délégués d'atelier, parce que j'ai oublié aussi de parler des délégués d'atelier, c'est une création aussi de la guerre. Alors au départ, c'était mis en place par Albert Thomas, qui joue un rôle essentiel dans cet effort de guerre, dans cette politique d'essayer de faire en sorte que les syndicats soient partie prenante de l'effort de guerre. Et donc Albert Thomas, en janvier 1917, a signé un décret sur, d'une part, établissant des grilles de salaire dans les usines de guerre, et aussi instituant les délégués ouvriers. Alors, dans son optique, évidemment, c'était simplement pour que les patrons aient un interlocuteur qui puisse faire la liaison, qui puisse expliquer ce qu'il voulait, pourquoi il était obligé de prendre telle ou telle initiative, pourquoi il était incapable d'accorder les revendications que les ouvriers demandaient. Donc, c'était un peu une courroie de transmission entre les patrons et les ouvriers. Sauf que très vite, ça s'est transformé en autre chose, ça a été le contraire, c'est-à-dire qu'ils sont devenus vraiment des délégués des ouvriers. Et ce sont eux, par exemple, qui, au mois de mai 1918, ont appelé à la grève, à une grève qui était quand même une grève particulière, vu que c'était une grève pour la paix, il y avait des revendications évidemment, mais c'était quand même une grève qui était vraiment, qui avait pour objectif forcer le gouvernement à accepter des négociations de paix. Et donc là, il y avait vraiment, ils jouaient leur rôle de délégués ouvriers tel qu'on peut le concevoir. Hein. Et il est d'ailleurs à noter que ça n'avait pas été du goût du tout des syndicats, hein, en particulier la Fédération des métaux et de Mérem. Et Mérem avait appelé à la reprise, hein, parce que, entre autres choses,
l'offensive allemande risquait de reprendre. Donc là, on voit qu'il y a deux conceptions, effectivement, très différentes de ce qu'on peut appeler le contrôle ouvrier. Quant à la nationalisation, alors c'est dans une optique où, justement, il n'y a, dans le programme minimum, dans le programme de la CGT, il n'y a donc plus d'expropriation. C'est-à-dire au terme d'une grève générale ou au terme d'une révolution. Il y a le passage progressif d'un régime à un autre. Donc ce sera toute une période où il y aura une collaboration entre patronat et classe ouvrière, enfin entre plutôt patronat et syndicats, avec plus contrôlé quand même par l'État, mais ce sera une période, disons, un petit peu de transition où on arriverait comme ça insensiblement par le fait que les salariés, les syndicats sauront démontrer qu'ils sont capables de prendre en main l'économie, et bien petit à petit, cette économie, elle deviendra de plus en plus socialisée. Donc on arrivera à une société peut-être pas socialiste, mais enfin disons qu'il y aura comme ça un transfert progressif de la propriété entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Et donc c'est ça qu'a en tête la direction de la CGT quand elle élabore ce programme minimum. Et donc les nationalisations font partie de... C'est un moment où la socialisation commence. Dans leur optique, c'est ça. Et ça s'oppose. Et il faut voir que ça, c'est une nouveauté, parce qu'avant la guerre, la CGT était contre les nationalisations, justement pour ce que vous avez dit, c'est-à-dire à la nationalisation, elle opposait l'expropriation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais on voit quand même que cette idée de nationalisation a fait son chemin, hein, parce que quand même, c'était repris par beaucoup d'organisations ouvrières après elle. Hein. Et que, bon, c'est les nationalisations de 1945, c'est un peu quand même plus ou moins dans cette optique, dans un certain sens. Donc voilà, si j'ai répondu à votre question. Ce qui s'appelait nationalisation dans ce contexte. Et oui, enfin tu réponds, tu précises ce que ça voulait dire dans la tête des militants de cette époque-là, enfin de certains militants de cette époque-là. Bon, et ce qui va être contredit quand même par ce qui se passait exactement en octobre 1917. Hein, parce que quand il y a eu socialisation, il y a eu expropriation de la bourgeoisie. Voilà. Il est évident que c'est un des thèmes pour lesquels la minorité attaquait d'une manière quand même très rude la majorité confédérale. Ça, il n'y a pas de problème. Et justement, ils opposaient, ils ne voulaient pas entendre parler d'un programme minimum, mais ils pensaient que l'heure était à la révolution, donc à l'expropriation. Ça, c'est évident. Roland ? Oui. Mon temps, là, oui. Tu as évoqué le fait qu'il y avait eu, à plusieurs reprises avant la guerre, une prise de position de la CGT pour la grève générale en cas de déclenchement du conflit. Tu dis, la grève générale, finalement, tout le monde constate qu'elle n'a pas eu lieu. Et tu expliques, ce qui est, je crois, pas contestable, qu'il y avait en 1914, par ailleurs, un certain élan chauvin, on va dire. Mais comment tu apprécies la responsabilité, j'allais dire, des uns et des autres, et en particulier, comment tu apprécies la brutale modification de la position des dirigeants de la CGT, en particulier de Jouot, avec le fameux discours de Jouot aux obsèques de Jaurès, qui est quand même un discours assez extraordinaire, puisqu'on commence par expliquer que la guerre, c'est l'impérialisme, qu'il faut saluer Jaurès, combattant inlassable de la paix contre l'impérialisme, et qui se termine, mais quelques phrases plus loin, par conséquent, nous nous mobiliserons tous, moi le premier. Donc, quelle est la responsabilité dans cette affaire de Jouot et de la direction de la CGT, et quelle est la responsabilité qu'on doit attribuer éventuellement aux masses? Tu as dit, il y en a qui ont vite franchi le pas. Je voudrais que tu précises l'appréciation que tu portes là-dessus. C'est-à-dire,
quand on reprend l'idée de la grève générale telle qu'elle est exprimée à travers les résolutions de congrès, on voit très clairement que ce qu'ils pensaient, c'est que s'il y a une déclaration de guerre, la direction confédérale sera immédiatement arrêtée. Donc, l'idée de faire partir la grève générale par la base, c'est un peu pour éviter que les ouvriers, les masses, entre guillemets, attendent l'appel de la CGT, de la direction de la CGT, pour se mettre en grève. Donc il fallait que ce soit plat. C'est dans cette optique-là qu'on avait voté ces motions. C'est-à-dire que la consigne, c'était que dès qu'il y aurait la déclaration de guerre, eh bien, les ouvriers devaient se rendre dans les bourses du travail et organiser la résistance. Organiser la grève générale. Sauf qu'une fois que la mobilisation est décrétée, une fois que la guerre est déclarée, c'est pas évident, si on ne rejoint pas son unité, quand on est mobilisé, on est passible de la cour martiale, c'est-à-dire qu'on est passible de la peine de mort. Donc, je veux dire que, y compris ça, c'est pas vraiment évident. Et d'autre part, c'est sûr qu'il n'y a pas eu... Enfin, je crois que les dirigeants de la CGT, et Jouot en particulier, ont été impressionnés par... C'est vrai qu'il y a eu des manifestations nationalistes à Paris. C'est vrai que la dernière grande manifestation pacifiste a eu lieu le 28 juillet, et qu'après, il n'y a plus eu de manifestation, et le pavé appartenait aux nationalistes. Et il est évident aussi qu'il y a eu un certain nombre d'ouvriers qui ont participé à ces manifestations. Et je crois que ça... peut-être qu'ils ont surestimé ce que représentaient réellement ces manifestations nationalistes. Par exemple, ce qui explique que les militants de province, eux, n'aient pas compris ce qui se passait. Parce que chez eux, il n'y a pas eu de telles manifestations. Donc ça, je crois que ça a pesé. C'est vrai qu'il y a eu quand même un chauvinisme qui s'est manifesté, y compris au sein de la classe ouvrière, et que ça explique la position de Jouot. Par contre, c'est vrai que il y a eu une part, Jouot raconte, et là je crois qu'on peut le croire, que au départ, quand il se rendait aux obsèques de Jaurès, ils ne savaient pas trop ce qu'il allait dire. Et qu'il a été aussi pris dans l'ambiance générale, et qu'il a cru que c'était nécessaire, peut-être, pour que le syndicat puisse survivre dans une période qui allait être difficile. Donc et puis il y a aussi l'idée quand même que si on se rallie à l'Union sacrée, eh bien il y aurait peut-être des avancées que le syndicalisme pourrait essayer de nouvelles conquêtes, de nouvelles libertés, etc. Et c'est quand même dans le prolongement un peu de ce qu'il avait, avec ses camarades, impulsé avant la guerre, c'est-à-dire un recentrage sur une action corporative plus développée, en laissant tomber tout ce qui était antimilitarisme, etc. Et je crois qu'il a pu penser que c'était le moment ou jamais d'essayer d'aller plus loin dans cette ligne, dans cette nouvelle orientation, et que pour cela, il fallait se rallier à l'Union nationale. C'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Surtout, il faut voir l'ambiance de ces jours-là. C'était quand même pas évident. Les choses allaient tellement vite de réfléchir. Mais c'est ce ralliement qui, même du point de vue de quelqu'un comme Bérem, qui était quand même très proche de lui, qui a été quelque chose de surprenant. Il a mis un peu, y compris ses propres camarades, devant le fait accompli. C'est après, par exemple, la nomination comme délégué à la défense, délégué à la nation, c'est quelque chose qu'il a fait accepter après coup par le comité confédéral. Donc il y a un aspect quand même aussi personnel dans cette brusque accélération de son alignement sur l'Union sacrée, dans l'Union sacrée. Mais c'est pas évident de savoir ce qui se passe à ce moment-là dans la tête d'un dirigeant comme Jouot. Alors une dernière question. Oui, donc moi je voulais intervenir justement aussi sur cette question-là. En fait, la guerre couvait depuis longtemps,
Et la décision de faire la grève générale, ce n'était pas seulement une décision française, c'était une décision du syndicalisme international depuis plusieurs années. On devait déclencher la grève générale au moment où la guerre était déclarée. Mais, comment dire, la CGT en France a mis sur le dos, enfin je m'exprime un peu simplement, sur le dos du peuple allemand qui ne s'était pas mis en grève au moment où l'Allemagne s'est mise en guerre, le syndicalisme français a dit, puisqu'ils ne se mettent pas en grève, nous, on ne peut pas non plus. Et je voudrais quand même apporter une précision, c'est que la CGT réunit son CCN à la fin du mois de juillet. Alors, je ne sais plus si c'est le 30 et 31, enfin c'est ces jours-là. Et au moment où Jaurès est assassiné, la CGT est en CCN et a déjà pris la décision de se rallier à l'Union sacrée. Souvent on dit c'est l'assassinat de Jaurès qui déclenche le ralliement à l'Union sacrée. C'est pas tout à fait exact parce que la décision de se rallier à l'Union sacrée était prise quand Jouhaud est informé de l'assassinat de Jaurès. Donc, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Enfin, moi, je dirais ils ont pris peur, parce qu'il y avait la pression du carnet B. C'était quoi le carnet B? C'était la liste de tous les militants recensés de la CGT et socialistes qui devaient être arrêtés si la grève générale se déclenchait. Donc, ils ont pris peur. C'est humain, c'est pas révolutionnaire, mais moi, je l'interprète comme ça. Il y a peut-être d'autres interprétations possibles, mais voilà. Le discours lors de l'enterrement de Jaurès, il n'est pas venu de rien. Il est venu du CCN qui avait pris la décision de se rallier à l'Union sacrée. Le patriotisme l'emporte sur la lutte de classe et ça conduit à la guerre. Voilà, je voulais dire que dans les villes de province, il y a eu de grandes manifestations. Je suis d'Orléans. À Orléans, il y a eu de grandes manifestations le 28 juillet contre la guerre pour la paix. En plus, Orléans est une ville de garnison. Les adhérents de la CGT, dans leur cotisation, payaient le sou du soldat. C'était aussi une contribution contre la guerre, pour la paix, parce que les soldats, le contingent syndiqué, qui était syndiqué avant d'être soldat, venait à la bourse du travail, discutait, et donc c'était une formation en quelque sorte qui était organisée par la CGT pour le pacifisme. Et le sou du soldat, c'était, on redonnait aux soldats un peu d'argent pour leur permettre d'acheter des livres, de se cultiver, etc. Enfin, ça servait à ce qu'ils voulaient après. Mais donc, c'était pas seulement à Paris qu'il y avait des manifestations. Et au moment où les manifestations sont au maximum, le 28 juillet, 3 jours après, enfin 2 jours après, la CGT capitule et c'est le patriotisme et peut-être la peur qui l'emporte sur la lutte de classe. Alors on ne peut plus prendre de questions et on va faire la pause. Il répondra. Oui, enfin, 2-3 minutes. Oui, à cette réunion du comité confédéral, disons qu'il n'y a pas eu à ce moment-là vraiment ralliement à l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée, ça ne veut pas dire seulement qu'on reconnaît que c'est l'Allemagne qui est
instigatrice, qui est responsable de la guerre. Le 28 juillet, le CCN décide de ne pas appeler à la grève. Il y a un vote pour savoir si on doit ou non appeler à la grève générale. Et le vote est... il y a un refus donc d'appeler à la grève générale. Je crois qu'il va y avoir un seul, c'est Raymond Périca qui vote pour la grève. C'est un vote qui signifie l'alignement sur la position du Parti socialiste. Alors c'est vrai qu'il y avait un problème pour cette grève, c'est que le syndicalisme français était isolé. Hein, il ne faisait plus partie, pendant tout un temps, il ne faisait plus partie du secrétariat syndical international, hein, qui était à Amsterdam, et que c'est vrai que c'était pour déclencher la grève générale dans un seul pays, c'était quand même une responsabilité qu'il était peut-être difficile de prendre. Mais beaucoup de syndicalistes étaient sur la ligne, bon bah, cette guerre, elle est inévitable, il faut malgré tout défendre le pays qui est attaqué, c'est parce qu'une des habiletés du gouvernement, c'est de faire apparaître la France comme un pays attaqué, hein, comme si elle n'avait aucune responsabilité. Bon, je ne reviens pas sur l'appui qu'a donné la France à la Russie pendant tout le mois de juillet dans sa politique de provocation, on peut dire. Et donc, mais on pouvait très bien s'arrêter là, sans prendre de responsabilité. Le discours de Géo, c'est la prise de responsabilité, c'est-à-dire que le syndicalisme est prêt à jouer son rôle dans la trêve des partis, dans la trêve de la lutte des classes. C'est ça qui marque ce qui a marqué le discours de Géo. Maintenant, les motivations, c'est sûr que la peur personnelle, mais aussi peut-être la peur de voir la CGT dissoute, la CGT interdite, etc. Et il y a peut-être eu un réflexe d'essayer de défendre quand même les quelques acquis qui avaient été ceux de l'avant-guerre. Hein. Donc c'est un peu ce qui explique, je pense, la position de Jouot, mais qui n'a pas été comprise, y compris par quelqu'un comme Merem à ce moment-là. Hein. C'est de là que jusque-là il suivait Jouot, mais là c'était quand même un point de rupture avec lui. C'est à partir de là qu'il a commencé à se rapprocher de ceux qui se prononçaient carrément contre la guerre pour agir pour la paix. Merci.